Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour un livre d'histoire, un livre d'aventure même on pourrait dire. Je suis tombé sur ce livre un peu par hasard, je me promenais et je cherchais pas forcément des livres, mais si parfois il y a des livres intéressants, je m'arrête et je regarde. Et là c'est un libraire d'occasion. Il n'y avait pas que des livres d'occasion, mais il y en avait beaucoup. Et donc du coup je flânais, je regardais, j'ai acheté 3 livres, et dont celui-ci que j'ai payé une somme dérisoire, peut-être 2 ou 3 euros, je ne sais pas. Le sujet m'intéressait beaucoup et je me suis dit ça doit être sympa. J'avais jamais lu de livre sur ce sujet. Enfin si, j'avais lu un livre mais il y a très longtemps et je ne m'étais pas intéressé au sujet, en tout cas d'un point de vue littéraire depuis. Et j'ai eu raison parce que je suis tombé sur une bonne surprise. Donc voilà, enfin ce livre c'est Histoire de la flibuste de Georges Blond. Donc c'est un livre qui commence sacrément à dater, hein. Il a été publié en 1969. À l'époque c'était chez Stock. Et donc en réalité j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Il y a des livres récents évidemment sur la piraterie, sur la flibuste. Et je ne regrette pas parce que j'ai lu ensuite des commentaires sur le livre pour voir si ça valait quelque chose. Et effectivement, les commentaires étaient très bons et ils étaient mérités. Donc, l'ambition du livre, c'est de nous retracer évidemment l'histoire de la flibuste. Alors, derrière le mot flibuste, on a aussi le mot pirate, évidemment, corsaire. Et donc, ces trois terminologies vont se mélanger, les flibustiers, les corsaires, les pirates, dans ce livre, qui fait environ 400 pages, qui est doté de cartes qui sont assez intéressantes, des cartes qui nous permettent de suivre l'évolution des événements. On a quelques gravures également qui sont présentes dans le livre. On en a plusieurs. Je ne vais pas tout vous montrer, mais il y en a d'autres. Différents protagonistes, des gravures d'époque. On a encore d'autres cartes, évidemment, qui vraiment sont sympas parce qu'elles nous permettent de suivre l'évolution des pirates, l'évolution des bateaux, et de savoir où se passent les événements qu'on est en train de nous narrer. Alors c'était vraiment intéressant. Moi j'aime bien la piraterie, j'aime bien la flibuste, tout ça est assez fascinant. On est plongé dans un monde qui est entre l'effroi et la fascination aventureuse. Parce qu'on sait très bien, finalement, que la piraterie, voire les corsaires, ce n'était pas des tendres, c'était des gens issus de milieux souvent défavorisés, pas toujours, mais il y avait aussi un peu tout le monde qui venait s'engager pour espérer un monde meilleur. Mais en réalité, on imagine bien que ces gens ne s'engageaient pas pour rien. On ne part pas au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à l'autre bout du monde. Une vie à bord d'un bateau, c'était pas du tout facile. Si on n'a pas un côté aventureux et qu'on n'a pas envie d'abandonner les lois. Parce que évidemment il y a des lois à bord, mais les lois sont pas du tout les mêmes que les lois dans les pays dont ces gens viennent, où ces gens sont nés. Donc en allant vers la flibuste, vers la piraterie, ils trouvent un autre chemin de vie et une grande aventure avec évidemment du risque, de la maladie, mais aussi de la violence. Énormément de violence. D'ailleurs, l'auteur nous le précise dès le début, en nous disant que ça ne va pas être édulcoré et qu'on va avoir notre dose de violence, parce que ces gens sont dans une époque violente et dans un milieu qui génère une certaine violence. Donc j'ai pris pas mal de notes, comme vous voyez, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, hein. Le livre est passionnant, en fait, je le dis tout de suite, hein, de A à Z. Le style de l'auteur est vraiment sympathique à lire, c'est très littéraire, c'est très bien écrit, vraiment. Et c'est un mélange de documentation et de docu-fiction. Si on voulait faire un parallèle avec les documents vidéo, avec les documentaires. On a parfois, vous savez, ces documentaires de docu-fiction qui mélangent des images reconstituées et une partie historique. Là, il y a les deux.
Ça s'équilibre très bien. Il y a beaucoup de parties historiques. L'auteur nous cite des sources, il nous dit où est-ce qu'on peut trouver les informations, où est-ce qu'on les a trouvées. Il nous parle de courriers échangés entre des marins, entre des capitaines, entre des amiraux, enfin un tas de gens du monde de la flibuste, de la marine en réalité. Et on a évidemment les sources officielles historiques des gouvernements qui relatent tel fait, tel bateau qui a été coulé, tel bateau qui a été attaqué, tel corsaire qui est envoyé pour attaquer telle nation. Et on a une reconstitution de dialogues qui sont assez nombreuses, qui viennent rendre le sujet très vivant. On sent que c'est bien travaillé, on sent que l'auteur il n'a pas voulu trop en faire, que ces dialogues sentent la réalité. C'est vraiment, vraiment bien senti. Donc ça commence loin, hein. On part à la fin du XVIe siècle, si ma mémoire est bonne. Et ça se passe surtout au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et on traverse toute la piraterie, alors essentiellement, principalement des Caraïbes. Évidemment, c'est là qu'on imagine les pirates. Hein. Il y a des noms qui nous restent à tous en tête. Tous les gens qui ont vu un peu des films de pirates, ils ont entendu parler de Maracaibo, de l'île de la Tortue, de Carthagène, de Panama, enfin tout ça, tous ces endroits. Mais finalement, il y a aussi un dernier chapitre à la fin qui est passionnant, qui va parler d'un pirate français, un flibustier français, et qui là va se passer autour de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, à l'époque de la transition, quand la Nouvelle-Orléans est vendue par la France en fait. Et déchiré entre les Anglais et les Américains. C'est pas encore tout à fait américain. Donc voilà, on nous relate un tas de moments de vie des pirates. Comment ces gens appréhendent leur quotidien, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent de l'aventure, comme je le disais tout à l'heure. Ils veulent de l'or, ils veulent des richesses. Même si finalement, ce sont des paniers percés. Ils dilapident leur argent, à peine l'ont-ils gagné. Donc ils gagnent quelques pièces d'or et puis finalement ils vont dépenser ça dans des prostituées, dans des objets divers et variés qu'ils achètent dans des comptoirs commerciaux. Et puis l'argent est vite dépensé. Il y a très peu de gens qui sortent de cette piraterie, même si il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. En tout cas pour certains capitaines. Donc en fait ils veulent une vie d'aventure sans limite. Une vie violente, comme je le disais aussi tout à l'heure, oui, on nous parle à de nombreuses reprises, évidemment, de rapt, de meurtre, de viol dans ce livre. Il ne faut pas édulcorer la réalité de la piraterie. Tous les grands capitaines de pirates n'étaient pas comme ça, mais enfin, globalement, il y en a qui sont cités et qui sont pas piqués des hannetons. On sent la violence innée chez eux. Et il y en a qui sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus subtils, qui ne font pas dans la violence gratuite, pourrait-on dire, mais la violence est toujours présente. On peut tout de même couper une tête, même si on est très raffiné, même si on a beaucoup d'éducation. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça à cette époque, où il n'y a pas énormément de pitié pour l'ennemi. Il y en a de temps en temps, mais il n'y en a pas toujours. Donc il y a beaucoup de choses, on apprend énormément de choses. Les grands corsaires, pas tous, hein. Ce n'est pas un livre exhaustif. L'auteur a choisi des figures, c'est très intéressant, ça nous permet d'approfondir le sujet, mais tous les grands corsaires ou pirates ne sont pas mentionnés. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de corsaires. Vous savez, les corsaires, ce sont ces pirates légalisés par un gouvernement pour aller attaquer un bateau d'un autre gouvernement. Donc là, ils sont moins présents, on a plus les flibustiers et les pirates. Mais même parmi ceux-là, le célèbre Barbe Noire, dont on entend parler essentiellement grâce ou à cause du cinéma, parce que le cinéma lui a offert de nombreux films à Barbe Noire, et il est devenu emblématique de la piraterie, et il n'en parle que très très peu dans ce livre. Il en parle peut-être pendant 2 pages, laissant plutôt la part belle à d'autres pirates, d'autres flibustiers plus charismatiques. Alors ça peut être étonnant,
Mais je vous le disais, c'est pas un livre exhaustif. Il n'a pas pour but d'être encyclopédique et de parler de tous les pirates, de tous les flibustiers. On choisit quelques figures, notamment beaucoup de Français. Ça, c'est plaisant. On a accès à... Alors, il y a des Anglais, bien sûr, beaucoup d'Anglais, mais on a beaucoup de Français. Ces flibustiers, pirates, français-anglais, qui s'en prennent presque toujours aux mêmes, à savoir les Espagnols. Quand ils ne se battent pas entre eux, ils s'en prennent aux Espagnols que finalement personne n'aime dans le milieu de la piraterie et de la flibuste. Je vais vous citer quelques extraits, je ne sais pas si je vais vous lire tout ça, mais quelques extraits. On apprend des choses sympathiques qui peuvent paraître anecdotiques, et on a aussi des mises en scène dignes d'Hollywood, hein, dans des attaques, dans des confrontations entre des navires ou carrément des attaques de côte. Alors, je vais commencer par quelque chose un rappel essentiel, c'est bien que l'auteur l'ait fait, c'est en réalité nous définir qu'est-ce qu'un flibustier, puisque le livre s'appelle Histoire de la flibuste. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qu'il nous en dit. En France, on disait fliboutier, de l'ancien anglais fliboutor, ou freibooter, ou freebooter, dérivé du hollandais frisbuter ou vrijbuiter, libre faiseur de butin, autrement dit pirate. Je ne me ferai pas hacher pour défendre la certitude de cette étymologie, mais c'est la plus communément admise. Quelle est la différence entre pirate, corsaire et flibustier? Ne lâchons pas l'étymologie. Pirate, du latin pirata, dérivé du grec peratles, racine peran, essayer, dans le sens de tenter la fortune sur la mer, la fortune sur mer. Les Grecs étaient très marins. Le pirate est donc tout simplement un forban. Ça vient de force, F-O-R-S, et ban, B-A-N, hors du ban, c'est-à-dire hors de la loi. La loi de la mer, évidemment. Ça vient de pilleur aussi, pilleur de qui bon lui semble, évidemment. Kluber, auteur du droit des gens européens, définit ainsi. Ouvrez les guillemets. Les pirates sont ceux qui, sans être autorisés par aucun gouvernement, exercent sur mer le métier de voleur, fermez les guillemets. Et Fauchil, un autre auteur, dans le traité de droit international public, dit, ouvrez les guillemets, la piraterie est le brigandage sur mer, fermez les guillemets. Le corsaire, lui, n'était pas un hors-la-loi. Il recevait de son souverain une lettre de marque. On entendra souvent parler de lettre de marque dans ce livre. Ou commission, l'autorisant à courir su les navires de commerce ennemis. Des corsaires appartenaient à la marine royale, ainsi Jean Bart, Douguin-Trouin, Forbin. D'autres, comme Surcouf, étaient des capitaines marchands. Je pense qu'on a déjà compris que la définition du flibustier est géographique. Elle doit être réservée aux écumeurs de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique, et qui furent tantôt corsaires et tantôt simplement pirates, etc. etc. Il continue sur cette définition. Alors c'est bien de le caler dès le début, comme ça on sait ce qu'il veut nous dire après, parce que la frontière est ténue, hein, entre... on est corsaire un jour et pirate le lendemain, presque. Ça peut se jouer à quelques semaines, à quelques jours, à quelques mois. Et aussi pour une bonne raison, c'est que la communication est très lente à cette époque. Il faut envoyer un bateau qui traverse l'Atlantique Nord pour arriver dans les Caraïbes et donner une lettre, les lettres dont je parlais tout à l'heure, ou une commission, comme il disait, pour autoriser un capitaine de bateau à devenir corsaire. Ou alors on lui dit non, vous n'êtes plus corsaire, vous n'êtes plus autorisé. Donc officiellement il est pirate. Mais il se passe beaucoup de temps, la communication étant très lente, évidemment la position de ces marins fluctue entre plusieurs États régulièrement. Alors il nous fait d'autres rappels de définition. Je ne vais pas toutes vous les citer pour vous garder la surprise. Il nous rappelle également d'où vient le terme boucanier. Les boucaniers, c'est un... On entend ça aussi, d'ailleurs, c'est repris à Hollywood. Il y a des films qui s'appelaient comme ça. Il y a eu des films célèbres qui s'appelaient les boucaniers. Et donc, c'est un autre terme, une autre manière de nommer les pirates, les corsaires. Je ne vous dis pas pourquoi. Je vous donne une petite piste.
si vous êtes curieux. On va, grâce à ça, comprendre l'origine du mot barbecue. Voilà. D'autres, je disais tout à l'heure, d'autres passages sont vraiment intéressants. Ce sont tous les passages qui sont historiques et qui nous relatent la grande aventure de la flibuste, comment ces gens s'y prenaient pour monter une mission, pour se dire voilà, dans 2 mois, on doit aller à Carthagène, dans 2 mois, on doit aller à Panama, on va réunir 2000, 3000 marins, ou bien parfois quelques centaines seulement, 5, 10, 15 bateaux, et on va partir à l'aventure pour aller piller tel ou tel endroit. Finalement, ce qu'on retient dans le livre, c'est qu'il y a peu de bateaux solitaires. Quand on fait des grandes missions, si on peut dire, eh bien on est plusieurs. Donc plusieurs capitaines se réunissent, parfois c'est sous la coupe d'un commandant, d'un capitaine, mais il y a plusieurs bateaux et il y a des centaines de personnes pour partir à l'aventure et partir piller. Donc je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un peu la tendance de l'époque. Donc là on va être à l'île de la Tortue, dans les Caraïbes, pas loin de la République dominicaine. Et ça va vous faire sentir un petit peu l'ambiance de l'époque, comment est-ce que se déroule une bataille. En tout cas là c'est la prise de la Tortue. Donc on va prendre cette île pour en faire un véritable repère de pirates en réalité. La date exacte de l'assaut n'est pas connue. On sait seulement qu'elle se place à la fin de décembre 1659. Par très beau temps clair, mer calme, faible brise, lune à son premier quartier. Jérémie avait choisi son jour J et son heure H en fonction de tous ces éléments. Ce jour-là parut aux Espagnols de la Tortue un jour comme les autres. Le soleil se coucha glorieusement dans la mer, qui ressemblait à du métal en fusion, dit-on. Les guetteurs du fort de la Roche rendirent compte à l'officier de service. Rien à signaler. Les patrouilles rentrèrent au fort. Encore quelques minutes, et il ferait nuit. Les 600 hommes de Jérémie du Rosset étaient déjà dans l'île. Pas un canon, rien que des fusils, avait dit le chef. Pas un navire, pas une chaloupe, rien que des pirogues. Tel était le trait de génie. 4 hommes par pirogue, 150 de ces coques de noix dispersées sur mer. L'invisible armada, contournant de loin la Tortue, avait fait route non sur la côte sud, mais sur la côte nord, rocheuse, escarpée, réputée inaccessible. Inaccessible, en effet, à n'importe quel navire, mais non à des pirogues. Encore que quelques pirogues se fussent brisées contre les rochers à l'arrivée. Les hommes malaisés, agrippés aux rochers, juste au-dessus de la mer, avaient attendu la nuit. À la nuit, sous la lune, l'escalade commença. Jérémie avait prévu qu'elle serait longue et difficile, mais que la lune brillerait encore lorsque ces hommes atteindraient le sommet de la montagne. Et ce calcul était juste. Les hommes haletants voyaient loin, au-dessous d'eux, la masse claire du fort de la Roche, et à mi-distance, ils devinaient, dans une trouée entre les arbres, la plateforme où les Espagnols avaient installé les canons, avec lesquels, 6 ans plus tôt, ils s'étaient rendus maîtres du fort. Il ne s'agissait pas de rêvasser, il fallait profiter de ces derniers instants de clarté lunaire. Une partie de l'effectif, la plus nombreuse, descendit la montagne en contournant le fort et en gagnant la plaine. Tandis que l'autre s'approchait jusqu'à 20 pas de la batterie. Il n'y eut pas un bruit, pas un soupir, la lune se coucha. Une attente de plusieurs heures commença. Les hommes, arrivés à proximité de la batterie, avaient ordre de s'en emparer, dès les premières lueurs du jour. Les sentinelles crièrent en voyant surgir les flibustiers. Les servants de la batterie, submergés par le nombre, n'eurent pas le temps de combattre. Du fort, des coups de feu avaient été entendus. Des officiers appelaient aux armes. Les soldats n'étaient pas sortis des casernes que des projectiles tirés par la batterie de la montagne tombaient sur le fort. Une partie de la garnison descendit précipitamment vers la plaine, peut-être dans l'intention de combattre à un débarquement. La fusillade du contingent flibustier, le plus important dont Jérémie du Rosset avait pris la tête, abattit dans l'instant 40 Castillans. Être pris entre 2 feux est pour une troupe surprise une situation irrémédiablement décourageante. Les Espagnols capitulèrent après moins d'une demi-heure de combat. Alors voilà un exemple, il y en a vraiment beaucoup d'autres dans ce livre d'une attaque
On a ça régulièrement. Et là, on voit bien que on sort de l'image d'Épinal, du bateau pirate, le bateau avec le drapeau avec la tête de mort, les canons qui tirent, des combats essentiellement au canon. Là, pas de canon, justement. On essaye d'être discret, on veut arriver le plus discrètement possible. Il faut absolument ne pas se faire repérer si on veut réussir à prendre le fort. Donc voilà, un petit épisode sympathique. Il y a des choses amusantes dans les livres. Il y a vraiment, je vous assure, il y a énormément de choses à dire. Le livre est vraiment passionnant. Et là, je vais vous lire une autre anecdote qui est amusante parce qu'elle est aussi vraiment hors du commun. On sort des sentiers battus de ce dont on a l'habitude, avec les pirates. Et là, on a une attaque. Ça se passe, je crois que ça se passe du côté de Cuba. Je ne sais plus exactement. Je vais vous dire ça. On va le redécouvrir ensemble. Et en fait, on a une bataille qui n'est pas vraiment une bataille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est avec le capitaine Morgan, un autre flibustier corsaire très très célèbre. Et voilà ce qui se passe sur une bataille. Old Providence, 22 décembre 1670, 10 h du matin. Les canons de tous les navires flibustiers tirent sur les 2 forts de l'île. Une fumée noire flotte sur la mer. Une fumée noire couronne les forts et l'on entend aussi de furieuses salves de mousqueterie. Un corps de débarquement a été mis à terre. Il s'avance vers les ouvrages sous le feu nourri des défenseurs. Tableau classique, tableau qui peut-être nous lasserait par sa banalité. Mais en y regardant d'un peu plus près, nous découvrons une bataille très étrange. Les flibustiers qui tirent des coups de feu, en même temps, se tordent de rire. Et on peut remarquer que tous tirent en l'air, en toute direction, sauf vers le fort. Et les défenseurs des forts tirent eux aussi en l'air. Et c'est encore avec des exclamations joyeuses et de gros rires que les artilleurs des 2 parties approchent leurs mèches de la lumière des canons. Car tous les coups de canon, sans exception, ont été tirés à blanc. Il s'agit d'une bataille de théâtre, d'un simulacre, dont l'idée est due entièrement au gouverneur d'Old Providence. Celui-ci, en réponse à la classique sommation, a envoyé à Morgan un message probablement unique dans les annales militaires espagnoles. 2 points, ouvrez les guillemets. J'ai décidé de rendre l'île parce que je n'ai plus de force suffisante pour la défendre contre une si grande flotte. Mais je demande à l'amiral Morgan d'user d'une ruse de guerre pour que je garde ma réputation et celle de mes officiers à la fois en cette région et en Angleterre. Ferme les guillemets. Suivant un programme de la fausse bataille, si détaillé qu'on pouvait se demander si le gouverneur n'avait pas depuis des mois employé tout son temps à l'imaginer. Qu'il n'eût pas imaginé aussi qu'un secret partagé avec les 190 soldats de sa garnison et les 2 milliers d'hommes de Morgan serait fatalement divulgué et incompréhensible. Morgan avait donné son accord, ajoutant qu'au moindre signe de trahison, le faux combat deviendrait une tuerie. Rien de semblable ne se passa. Seule note attristante dans cet épisode pacifique, le gouverneur rendit son épée en pleurant. Quelle violence eût pu suivre une conquête si facile? Au lieu des scènes de torture, on vit une aimable entente. Les femmes respectées, les vainqueurs ne prenant comme butin que la poudre des forts, etc., etc. Et donc ça continue. Donc voilà, là c'est assez amusant parce que on a vraiment encore une fois un élément totalement inattendu. Jamais on peut imaginer, quand on avance dans le livre, qu'on va tomber sur une bataille totalement simulée. Le gouverneur, il ne veut pas perdre la face, donc il se dit après tout, plutôt que de mourir, puisque je ne peux pas défendre, autant se rendre, et ça fonctionne. Morgan accepte, et comme on le voit à la fin, chose rare, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de viol, il n'y a rien, tout se passe bien, on prend l'or, et ça fonctionne très bien comme ça. Évidemment, c'est un cas presque unique, comme le dit l'auteur. Je ne sais pas si c'est unique, mais en tout cas, ça n'a pas dû arriver souvent. Bien au contraire, la plupart du temps, comme je le disais au début de la vidéo, on a quand même du pillage, du meurtre. Les pirates ne s'encombrent pas de faire de sentiments. D'ailleurs, on nous dit que, au-delà d'être de grands marins,
ces flibustiers, ces pirates, sont de très courageux et de très bons combattants à terre. Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours les pirates à bord des bateaux, et là, dans le livre, la part belle est faite à des escapades terrestres pour aller attaquer un fort, une ville. Et parfois, les pirates sont obligés de traverser des kilomètres et des kilomètres de jungle. Alors évidemment, c'est... faut imaginer cette ambiance compliquée, hein. Il fait extrêmement chaud, ce sont les tropiques, il y a beaucoup de moustiques, il y a des gens qui attrapent des maladies, il y a des animaux dangereux, on peut se faire mordre par un serpent. Donc il y a vraiment beaucoup de dangers, mais on nous les dépeint, et d'ailleurs leurs adversaires, souvent les Espagnols le disent aussi dans leurs chroniques, on nous les dépeint comme des gens extrêmement courageux et aussi très très bien organisés. Parfois tellement bien organisés dans la manière de mener des batailles terrestres qu'ils sont plus forts que des militaires formés à cela. Sans doute que ces gens sont animés par une grande détermination, ils n'ont pas grand chose à perdre, c'est leur manière d'être, ce sont des durs à cuire, et en réalité ils en deviennent vraiment très très forts. Donc je vais vous citer un autre petit passage. Alors on va être ailleurs, je traverse le livre, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. Hein. On nous parle de... Une anecdote assez amusante, je vous révèle pas tout, mais un flibustier célèbre part à la conquête de Panama, et puis il y a beaucoup de batailles, évidemment, il y a des stratégies qui se mettent en place, la bataille est gagnée, et ce capitaine tombe amoureux d'une femme, la dame de Panama. On ne connaît pas son nom. C'est probablement une notable locale. Et alors, on pourrait imaginer qu'il va abuser d'elle, la violer. Eh bien, pas du tout. Il lui tourne autour, il la désire, mais visiblement, d'après ce qu'on sait, parce qu'il y a quelques notes de l'époque, il ne se passe rien. Et puis, il l'amène quand même captive. Et puis finalement, n'obtenant pas ce qu'il veut, mais sachant pertinemment qu'il ne peut pas l'emmener avec lui en bateau dans ses pérégrinations de pirates, il la laisse repartir. Alors il y a toute une histoire autour de ça, il y a une grosse bataille à ce moment-là qui est passionnante à lire. Et voilà une anecdote de plus. Donc je vous le disais tout à l'heure, on est essentiellement dans les Caraïbes, c'est l'image d'Épinal des pirates, et là on va aller ailleurs. Là, on change de coin, on va en Louisiane. Donc, je vous cite un petit passage. Le delta du Mississippi est un monde. Le fleuve se jette dans le golfe du Mexique par plusieurs bouches, ainsi que de nombreuses dérivations, les bayous, que nous aurons l'occasion de voir de plus près. Hernando de Soto, espagnol venu de Floride, avait été en 1540 le premier blanc à contempler de ses yeux le père des eaux. 140 ans plus tard, Cavelier de La Salle, le jésuite défroqué, le prince des explorateurs, descendu, lui, le Mississippi, et avait pris possession. Deux points ouvrés les guillemets. Cette terre s'appellera Louisiane, en l'honneur de notre roi. Fermez les guillemets. Mais atteindre le grand lit du fleuve, en venant de la mer, paraissait impossible. Les découvreurs ne distinguaient rien sur cette côte basse. Ils se perdaient dans un immense désordre marécageux. Le premier, le moine d'Iberville, réussit à franchir l'obstacle en 1699. Et ce fut son frère, Bienville, qui fonda en 1717 la ville de la Nouvelle-Orléans. Non pas en l'honneur de la cité défendue par Jeanne d'Arc, mais en l'honneur du régent Louis-Philippe d'Orléans. 2 ou 3 centaines d'aventuriers, certains venus des Antilles, d'autres de France. Parmi ceux-ci, 80 fauçonniers bannis à vie, dirigés par quelques charpentiers, construisirent une centaine de bicoques sur la rive infestée de serpents et d'alligators. Les premiers colons, qu'on appelait des créoles, ignoraient encore tout de la langueur créole. Quand la France céda à l'Espagne, 1762, toutes ses terres à l'ouest du Mississippi, plus la Nouvelle-Orléans, les créoles déclarèrent que ces tractations ne les concernaient pas. Voilà, c'était pour vous donner une petite ambiance de ce nouveau territoire d'exploration pour les pirates. Alors, dans la dernière partie de ce livre, je vais vous en citer un petit exemple quand même. Moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Elle parle d'un flibustier très connu, Jean Lafitte. Alors lui aussi, il y a eu plusieurs films américains sur lui. Il y a aussi des romans, si ma mémoire est bonne. Il est assez connu et l'auteur, pour lui, c'est la quintessence du
du flibustier, et c'est vrai qu'après avoir terminé le livre, on se dit oui, il résume parfaitement bien la piraterie, et il est une sorte d'évolution de la piraterie. Donc il synthétise bien tout cela, et il est le fruit d'une longue évolution. Donc c'est un homme extrêmement intelligent, il est décrit comme tel, bel homme apparemment, raffiné, cultivé. Et il est très 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 bon marin. Il est aussi un peu mythomane, il raconte beaucoup de choses sur son passé qui n'ont pas existé. Et il va être au cœur d'un centre de piraterie extrêmement important, Barataria, ça s'appelle, dans les bayous de Louisiane. Et donc ça va vraiment être passionnant en réalité. Et donc ce Jean Lafitte, je vais vous citer un petit exemple pour terminer le livre. Moi, ça m'a vraiment, vraiment emballé, ça m'a beaucoup plu, son aventure. Je ne vais pas tout vous dire, je vous laisse vraiment découvrir ce qui lui est arrivé, comment il a mené cette histoire à Barataria. Je ne vous dis rien, juste un petit extrait pour contextualiser. Dire que Jean Lafitte avait une double vie est inexact. Elle était triple, sinon quadruple, car on ne le voyait pas seulement à Barataria et en ville. À la saison douce, dans les bals champêtres des villages des rives du Mississippi, soudain une rumeur courait. Voilà Jean Lafitte! Débarqué d'un petit voilier, entouré de quelques fidèles, il arrivait, bel homme, aimable, généreux, gai, offrant à boire, faisant danser les jeunes filles, de qui le cœur alors battait. Et tout le monde lui faisait fête. Cette popularité lui plaisait. Parfois, il profitait de l'occasion pour glisser à quelques jeunes gens que la course en mer était le métier le plus beau, le plus rémunérateur. Voilà, c'était juste pour vous donner un tout petit extrait, je ne dis rien de plus sur l'aventure de cet homme. C'est vraiment, vraiment passionnant. Elle est courte cette partie, ça représente de la page 300 à la page 370. Mais c'est vraiment passionnant, moi ça m'a beaucoup, beaucoup plu. En plus on a un français, donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de français dans le livre. Là on termine avec un français, c'est vraiment, vraiment sympathique. Je ne peux que vous conseiller ce livre sur la flibus. C'est vraiment passionnant. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Je ne dis pas que je ne le relirai pas un jour, ou que j'approfondirai le sujet éventuellement avec d'autres livres, bien sûr. Mais c'était vraiment vraiment très intéressant. Ça nous emporte et nous transporte dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, entre la fascination et la violence. Les deux se mêlent, il faut faire la part des choses, on est dans une autre époque. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Tout est dépeint à merveille. J'ai pas grand chose à dire, même rien à dire de négatif. Si vous êtes intéressé par les pirates et les flibustiers, il faut absolument lire ce livre. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, je vous le dis à bientôt pour une prochaine chronique vidéo.